La Wallonie se divise en 8 régions agrogéographiques dans lesquelles le patrimoine immobilier possède sa propre typologie. L'ASB est l'une d'entre elles. Elle s'étend sur les terres limoneuses au nord du sillon mosant. Cette situation géographiquement privilégiée lui a permis d'occuper une place importante dans l'économie passée. L'ASB doit à la richesse de son sol le développement agricole. Elle occupe 3 territoires différents, liégeois, namurois, brabançon. La chapelle de Cervy-Saint-Sulpice se situe à l'écart du village de Hennef, sur une légère butte. C'est un bel édifice roman de la fin du XIe siècle, en appareil irrégulier de moellons de grès et calcaire, ayant conservé son imposante tour trapue, son chevet rectangulaire. Diverses restaurations sont survenues entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La tour occidentale carrée est dépourvue d'entrée. Elle présente 2 archères superposées. Lors de travaux en 1997, dans le chœur roman, restauré au XVe siècle, on a découvert un décor peint. On y distingue les personnages d'une fuite en Égypte, constituant un des rares témoins de la peinture murale de la ASB. Le style, la palette de cette composition permet de dater ces peintures du début du XVIe siècle. Le vieux château d'Hennef est une propriété clôturée par des murs de briques. Installé dans un parc accessible par une magnifique drève de châtaigniers plantée en 1779 par Antoine Defoe de Corbiot. La chapelle Saint-Pompé sous un superbe marronnier. C'est un édicule quadrangulaire à chevet arrondi bâti en briques calcaires à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Au chevet, essentage de zinc portant des graffitis d'amoureux depuis la fin du XIXe siècle. L'ensemble des fermes que l'on rencontre dans la ASB peut se définir en ferme en long, ferme en quadrilatère, ferme semi-clôturée, ferme clôturée, ferme en ordre dispersé. La ferme de Thiribu se trouve près de l'église. C'est une importante ferme en quadrilatère, construite en briques et calcaire sur un soubassement en moellons de grès du XVIIe siècle. Ensemble transformé en 1698-1699, remanié également en 1718 et 1832 d'après les millésimes gravés sur les poutres de la grange. Le logis en aile est daté 1698 par une dalle en calcaire, remaniement au XVIIIe et XXe siècle. La ferme Grimont est en quadrilatère, aménagée au cours du XIXe siècle à partir d'un noyau du XVIIIe. Bâtiment en briques et calcaire, groupé autour d'une cour pavée, jadis pourvue d'une fumière centrale. La chapelle Saint-Agrapha se trouve en bordure de route, qui conduit à Borlée. Elle est ombragée par 2 marronniers et ceint à l'arrière d'un mur de clôture. Élégant édifice, en briques blanchies et calcaires, de plan octogonal du XVIIIe siècle. Au centre du village de Borlée, à l'actuelle place, il y avait un flot, sorte de grande mare d'eau où les animaux venaient s'abreuver. Ancienne ferme, jadis clôturée en briques et calcaire de la fin du XVIIIe siècle. L'accès au logis se fait par une petite cour pavée. Habitation en briques et calcaire du XVIIIe siècle, fortement modifiée. Bâti sur un soubassement actuellement cimenté et percé d'un jour de cave. Double corps de 2 niveaux, de 5 travées. L'église paroisse Sainte-Madelberte à Celles est mentionnée dès le début du XIIIe siècle.
Le sanctuaire appartenait à l'abbaye de Saint-Jacques. Selon la légende, Saint-Hubert, prince-évêque de Liège, fit transférer les reliques de Madelbert, abbesse de Maubeuge, auprès de celles de Saint-Lambert. Le convoi se serait arrêté à Celles et l'on aurait donné ce nom peu répandu à l'église. Bon, nous sommes ici au château de Walef. C'est un château Louis XIV qui a été construit en 1706 à côté d'une ferme castrale, donc avec les 2 tours, les granges et les écuries dans lesquelles nous tenons régulièrement des festivités, des concerts, mariages, séminaires, tout ça. Ferme château de Walef-Saint-Pierre, dite ferme du château. Ancienne résidence de Pierre de Brabant, échevin de Huy et Wanze, rachetée par Hermann de Lierneux en 1619 et transmise par mariage à la famille de Corte. Ensemble quadrangulaire amendé en 1677 par Marguerite Victoire d'Alagon, veuve de Pierre de Corte, et en 1697 après un incendie. Ferme se réduisant aujourd'hui à une longue aile à front de rue entre 2 tours d'angle cylindriques. Bâtiment des 16e, 17e, 18e siècles entièrement intégré dans les murs de clôture du château. Non loin de là la ferme Saint-Pierre. Grosse ferme en quadrilatère située dans un site exceptionnel constitué de bocages et de vergers. Bâtiment élevé en plusieurs temps au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle autour d'une cour irrégulière. Le logis construit en 1625 au départ d'un noyau du XVIe siècle. Dans l'entité de Sèvres, un magnifique édifice du milieu du XVIIIe siècle, la chapelle Notre-Dame, ou Saint-Lambert, en briques et calcaire, sur haut soubassement en moellon de calcaire. Située à l'emplacement d'une chapelle paroissiale romane en calcaire, détruite en 1691 par les troupes françaises et hollandaises, ce n'est qu'en 1754 que Lambert van den Steen, abbé d'Amet et seigneur de Sèvres, reconstruisit l'édifice, en utilisant les moellons de calcaire provenant des ruines de la chapelle. Elle échappa de justesse à la Révolution et passa aux mains des van den Steen. Depuis 1980, la commune de Femmes en est propriétaire et l'a restaurée en 1987. Le château Pechstein forme un magnifique ensemble avec la chapelle Notre-Dame et le château Lambrecht. Bâtiment en briques, calcaire et grès datant essentiellement du XVIIIe siècle, remanié et disposé en aile autour d'une cour pavée, ouverte sur un grand parc. L'entité de Femmes nous présente encore bien d'autres édifices, maisons, fermes, il suffit de les découvrir tout au long d'une promenade. Villers-le-Bouillet offre un paysage contrasté. Au nord, l'espace est ouvert vers les campagnes où l'on y cultive des céréales. Des fermes seigneuriales se développent. Dans un premier temps, un espace clos par des palissades. Puis, avec l'insécurité, on y construit une tour-porche de défense en pierre. Enfin, pour une meilleure sécurité, tout est construit en solide. De tout temps, cette partie de la SB a la réputation de grenier à blé des villes mosanes. Au sud, par contre, une ouverture forestière assez dense au relief accidenté parsemée de petits affluents de la Meuse. C'est là que s'installent des abbayes comme celle de la Pédieu. À la Révolution française, les abbayes mettent fin à leur existence. Peu à peu, les activités industrielles se développent, et notamment tout ce qui est attractif, pierre, alun, argile et houille. L'importation massive des céréales d'outre-mer va être la cause d'un exode vers les industries de la vallée. Le cœur très typique de Villers remonte au haut Moyen-Âge. Le premier bâtiment fut sûrement l'église. En effet, vers l'an 1000, les centres d'habitation se fixent autour d'un château, d'une église et de son cimetière. L'église servait à la fois de lieu du culte et de salle de réunion où l'on y parlait de l'organisation des travaux des champs, des pâturages, de la vie du village. Les murs du cimetière servaient de lieu de refuge pour les villageois.
La partie la plus ancienne est son chevet du XIIIe siècle. La tour et la nef furent reconstruites au XVIe siècle. L'ensemble garde cet aspect typique des églises du village du Moyen Âge. À côté de l'église, le presbytère, qui a été rehaussé en briques. Les murs de grès laissent deviner une toiture en pente destinée à accueillir un toit en chaume. La ferme Périlleux du XIIIe siècle est l'ancienne propriété des Voués d'Amet dans le village. C'est une ferme en quadrilatère avec 2 entrées autour d'une cour pavée. Le corps de logis date de 1751. La ferme de Chantraine et son domaine entra dans le patrimoine de la famille d'Outremont dès 1554. C'est une ferme en quadrilatère largement remaniée. Le porche en moellon de calcaire s'ouvre sur une cour. Au-dessus du porche, un étage en briques anciennement en colombage datant du XVIIIe siècle. Les Voués d'Amet possédaient des terres et une ferme à Fise. La ferme est un important quadrilatère dont la façade du logis est tournée vers l'extérieur. Au milieu de la cour, l'emplacement de l'ancienne fumière. Le château d'Outremont est un des plus beaux exemples de l'architecture castrale de l'ASB. Bâti sur un monticule, un peu à l'écart des autres fermes, il domine le village de Warnant. Outremont est une des rares propriétés à n'avoir pas changé de main depuis sa fondation, sans doute au XIIIe siècle. Émile d'Outremont, chanoine très foncier de Saint-Lambert, prévôt de Saint-Paul de Liège, puis de Notre-Dame de Huy, édifie en 1649 une chapelle sépulcrale. À l'intérieur, un mausolée du prince-évêque de Liège, Charles-Nicolas d'Outremont, 1763-1771, provenant de la cathédrale Saint-Lambert à Liège. Le premier château fut détruit en 1636 lors de la guerre de 30 ans. L'aspect actuel se développe autour du XVIIe et XVIIIe siècle. On accède à la cour principale par une tour-porche en calcaire. Au fond de la première cour, une tour de plan carré confirmant la puissance seigneuriale. Le logis seigneurial, entièrement en calcaire, fut érigé au XVIIe siècle. Une superbe colonnade soutenant 7 arcades vient embellir l'aile qui prolonge le logis. Au-delà du porche qui conduit à la deuxième cour, on découvre la ferme seigneuriale avec la présence de 2 granges qui expliquent l'importance de l'exploitation agricole. L'arrière du logis laisse entrevoir la première construction avant les aménagements ultérieurs. Autour de l'église de Warnant, on peut découvrir une série de grosses fermes. La ferme du vieux château présente une façade remarquable donnant sur la voirie.
Cette ferme conserve un manège où des chevaux étaient attelés pour faire fonctionner la machine à battre installée dans la grange. Vieux-Walef, ancien centre seigneurial, conserve quelques constructions intéressantes. Une importante ferme épouse la courbe de la rue, menant à la place de l'église. Elle se présente avec ses murs blanchis terminés par un soubassement goudronné. À remarquer le donjon porche et le portail de calcaire en anse de panier. Non loin de là, en léger retrait, dans une cour pavée, élégante maison du XVIIIe siècle, avec la façade en briques blanchies. L'entité de Villers-le-Bouillet ne s'arrête pas à son passé. Si aujourd'hui l'activité agricole est présente, son zoning la tourne vers le futur.